Bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a pas, il y a plus de liens que ça en fait entre nous, Thierry, parce qu'en 2007, enfin en 2005, à partir de 2005, je travaillais dans une boîte qui faisait un monde virtuel qui s'appelait Tattoo. À l'époque, c'était Flash, juste avant que Adobe annonce que ça allait se terminer. Et puis on est passé en Unity, mais ça s'est cassé la gueule. Donc ça s'est terminé à un moment donné. Mais c'est une belle expertise. On faisait des Facebook Live 10 ans avant que ça existe, donc c'était déjà assez sympa. Euh, donc aujourd'hui, en fait, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai pas préparé. Je me suis dit, petit challenge, Fabien, s'il y a bien un sujet dont on peut te mettre sur une scène et parler sans arrêt pendant 2 heures, c'est LinkedIn. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire un truc super interactif, c'est-à-dire que si vous avez des questions concrètes, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui me suivent sur LinkedIn, qui sont venus pour me voir, et ça me fait, ça me fait plaisir. C'est super gentil. Euh, j'ai un fan club. Et elle m'a dit, on a failli venir avec un t-shirt, mais too much. Euh, donc, première question, qui est sur LinkedIn? Levez la main. Tout le monde qui. Bon, je vais la faire autrement. Qui n'est pas sur LinkedIn? Ok. Tu n'es pas encore sur LinkedIn. D'accord. Il m'a dit tout à l'heure qu'il allait sûrement dormir pendant la conférence. Ok. Qui a liké un post ce matin? Ah, pas mal, pas mal. Qui a commenté un post ce matin? Il y en a déjà moins. Qui a publié un post ce matin? Ah, Ludovic, je le savais, Delphine. Bravo, bravo, c'est très bien. Mais je pense qu'en fait, on est un petit peu biaisé parce que la réalité, c'est que sur LinkedIn, on a 90% d'utilisateurs qui sont silencieux. C'est-à-dire qu'ils ne commentent pas, ils ne réagissent pas, ils ne likent pas et ils ne publient pas de contenu. Et on a à peu près 9% des gens qui vont, eux, par contre, réagir et être réactifs. Et on a seulement à peu près 1% des utilisateurs qui vont publier du contenu de manière régulière. Alors, qui publie du contenu au moins une fois par semaine? Ah, quand même. Donc, en fait, vous êtes des experts. On hésite là. Ok. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui qui je suis et puis comment je suis arrivé sur cette scène. Donc la première chose, c'est que comme Thierry l'a dit, j'ai plusieurs casquettes. La première chose, j'ai un CDI dans une grosse boîte en Wallonie qui s'appelle NRB. Il y a à peu près 3500 personnes, on fait 500 millions de chiffre d'affaires, on est dans l'IT. Et là-bas, je suis consultant en innovation et transformation digitale, donc j'accompagne les clients de NRB dans leur parcours de transformation, comment utiliser les nouvelles technologies pour changer le business model, innover, etc. Ça, c'est ma première casquette. Dans ce cadre-là, en fait, je travaille pour Etias où je leur ai proposé et on a implémenté, on a créé une start-up corporate qui s'appelle Flora by Etias. C'est la première assurance 100% digitale en Belgique. Et donc, vous souscrivez votre contrat d'assurance en ligne et puis vous gérez tout dans une application mobile. Ça marche super bien, on est en croissance, je suis super content. Et il y a à peu près un peu plus d'un an, j'ai décidé de me mettre en indépendant complémentaire pour créer une structure qui s'appelle la super grosse boîte, mais pas grosse comme Maïté, quoi, grosse comme la croissance en anglais. Et du coup, l'idée c'était de faire des formations, du coaching sur l'usage des réseaux sociaux et comment je pouvais aider les entreprises de ma région, les entreprises wallonnes, à se rendre plus visibles, plus crédibles et à générer plus d'opportunités business grâce aux réseaux sociaux. En fait, pourquoi j'ai voulu faire ça? Si je fais un petit... qui connaît le concept de SMOT? Personne. Génial, je vais pouvoir vous apprendre un super truc. En fait, le concept de SMOT, c'est un truc qui a été inventé par Google. ZMOT, ça veut dire Zero Moment of Truth. En réalité, si vous regardez en fait l'ère pré-internet, comment ça se passait une vente, vous aviez ce qu'on appelle un stimulus, une publicité par exemple. Donc la ménagère de moins de 50 ans regardait la télévision, elle voyait la pub pour Dash qui disait Dash lave plus blanc que blanc. Deuxième moment de vérité, enfin premier moment de vérité, elle arrivait dans le supermarché, elle voyait en tête de rayon le paquet de Dash et premier moment de vérité, elle décidait de l'acheter. Deuxième moment de vérité, elle rentrait chez elle, elle faisait sa machine de blanc et elle voyait si elle allait racheter le produit ou pas parce que ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas. Ça, c'était avant Internet. Et puis, il y a eu Internet et il y a eu Google.
Et là, le monde a changé, c'est-à-dire qu'il y a eu un business avant et un business après. En 2010, en fait, on était dans un monde que je vais appeler Google First, c'est-à-dire que quand on voulait faire du business sur Internet, la meilleure des choses à faire, c'était de prendre des publicités Google, de faire du SEO et d'essayer de les trouver au moment où les gens vous cherchaient. D'accord? Et comment les gens vous cherchaient? Ils vous cherchaient sur les blogs, sur les forums, sur Google, etc. Ils essaient de se renseigner sur votre produit, votre service. En fait, ça a changé le paradigme, c'est-à-dire qu'avant ça, c'était le vendeur qui possédait 80% de l'information sur le produit, et après ça, c'était le consommateur, parce qu'il avait accès à cette information sur Internet. Depuis, en fait, les choses ont un petit peu évolué, et si on regarde les études qui datent de ce début d'année, en fait, aujourd'hui, je vais vous poser la question, qui accepte les cookies sur les sites Internet? Ok, ok, c'est à peu près la moitié. Qui utilise un adblocker sur son navigateur? Ok. La stat, c'est que 40% des Belges aujourd'hui refusent systématiquement les cookies et à peu près 35% des Belges aujourd'hui utilisent un adblocker sur leur navigateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut plus s'appuyer uniquement sur une stratégie de publicité pour faire connaître son business. On est passé en fait dans un monde. Est-ce que vous savez combien de temps par mois on passe sur une plateforme comme YouTube, Facebook ou même TikTok? À peu près. On passe à peu près 24 heures par mois, chacun sur YouTube, 24 heures sur Facebook, 24 heures sur TikTok. Ça, c'est le plus impressionnant. Peut-être pas tout le monde sur TikTok, mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'en fait, on a switché d'un monde qui était Google First à un monde qui est devenu Content First. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous faire voir, pour vous faire connaître, pour faire connaître votre marque, vous devez aller sur les réseaux sociaux et vous devez vous faire remarquer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est comment on fait pour se rendre visible sur les réseaux sociaux, pour devenir une référence, pour devenir, et c'est Bernard qui a choisi le terme, pour devenir un leader d'opinion sur LinkedIn. Donc, mon histoire, c'est quoi? J'ai commencé à publier sur LinkedIn genre vers 2017. Par pur plaisir. Je voulais juste partager ce que j'apprenais. J'étais passionné de tout ce qui était entrepreneuriat, start-up, technologie. Et donc, je lisais pas mal de bouquins sur le sujet. Je regardais des formations en ligne. Je faisais pas mal de choses. Et je partageais, en fait, avec des posts ce que j'apprenais. L'interaction que j'avais, elle était plutôt IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie, quoi, avec mes clients, avec mes collègues, etc. Les gens me parlaient de mes posts plutôt là, donc j'avais pas tellement de commentaires, j'avais pas tellement de likes, mais en même temps, j'avais pas non plus de stratégie, donc j'avais pas l'idée de me rendre visible, connu et de vendre un service ou un produit. Et puis j'ai commencé fin 2018 à travailler sur ce projet d'assurance chez Etias. J'y ai mis mon cœur, mes larmes, mon sang, mes tripes, comme si c'était ma boîte. Sauf que j'ai pas une part, hein, mais bon voilà, on se refait pas. Et puis quand ça a commencé à pas mal tourner, j'ai retrouvé un petit peu de temps pour moi. J'ai engagé quelqu'un en marketing, j'ai engagé quelqu'un pour les sales, etc., etc. Et donc j'ai pu retrouver un peu de temps et je suis retourné sur LinkedIn et là le monde avait complètement changé. C'est-à-dire que en 2019-2020 par là, et c'est préalable au rachat de LinkedIn par Microsoft, ils ont changé leur algorithme. C'est-à-dire qu'ils ont créé une plateforme où il était possible, sans payer de publicité, de générer énormément de visibilité en publiant, en créant et en publiant du contenu. Et donc j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. J'ai un peu essayé de craquer le truc et je pense que j'y suis plus ou moins arrivé. Du coup, j'en ai parlé à des gens qui m'ont tous dit « Vas-y, c'est trop bien, fais une formation, je suis sûr que ça se vendra. » Je dis « Tu crois que je la vends quoi 250 € par personne par jour ?» Non, non, 400, ok. Du coup, j'ai commencé à essayer de vendre cette formation. J'ai créé ma structure, la super grosse boîte pour ça. Et là, en fait, j'ai eu pas mal de demandes, mais qui étaient plutôt des fondateurs de start-up, que je vais dire early stage, ça veut dire qu'ils sont vraiment en début, ils sont deux, etc. Du coup, ça ne cadrait pas avec la formation. Ils m'ont demandé du coaching, du coup, j'ai fait du coaching. Et en fait, comment je suis arrivé à ça, à générer des opportunités comme ça? C'est qu'en fait, je me suis mis à publier tous les jours. En fait, j'ai d'abord défini ma marque personnelle, c'est-à-dire que j'ai défini un positionnement, qu'est-ce que j'offre, dans quel secteur je me situe, qu'est-ce que j'offre comme service, c'est quoi ma spécialité.
Et puis j'ai ajouté là-dessus ce que je vais appeler le topping sur le McFlurry, c'est-à-dire ma personnalité, mon histoire, les choses qui vont me différencier des autres. Par exemple, le fait que j'ai été DJ pendant plus de 15 ans, que j'ai mixé devant 4000 personnes dans des boîtes de nuit et des choses comme ça, c'est quelque chose qui, a priori, on ne raconte pas sur LinkedIn. En fait, je l'ai fait et ça m'a différencié. Et c'est pour ça que Bernard m'a demandé de venir mixer avec lui tout à l'heure. Donc à partir de 17h, je prendrai les platines avec lui. Ça va être bien. Ça fait longtemps. Et donc, en fait, d'abord, j'ai créé une marque différente. C'est-à-dire que je me suis positionné d'une manière différente par rapport à tous les autres consultants en marketing ou en réseaux sociaux que vous pouvez trouver sur la plateforme. Et puis, je me suis mis à partager mon expertise, mon histoire, mes spécificités. Et donc, j'ai publié du contenu tous les jours, à partir, je pense, de janvier 2021, quelque chose comme ça, 2022, pardon, tous les jours, 5 fois par semaine minimum, parfois 7, parfois le samedi et le dimanche, avec une vraie stratégie de contenu qui parlait vraiment de marketing, de réseaux sociaux, d'entrepreneuriat, etc. Et j'ai commencé à construire une audience. Et aujourd'hui, en fait, si je fais un petit regard en arrière, en un an sur LinkedIn, j'ai généré 10 000 abonnés sur mon profil. J'ai généré 2 500 000 vues, même un peu plus, sur mes posts. J'ai été invité dans 3 événements, dont celui-ci, je vais le compter. J'ai été invité sur plus de 10 podcasts. Et en fait, ça, c'est le pouvoir de ce qu'on appelle devenir une évidence. Donc, je ne sais pas si vous avez des notions de marketing, mais en marketing, en fait, on est passé en fait d'un espèce de période avant Internet où on travaillait complètement à l'aveugle. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis après, on est passé à un monde où finalement, on arrive à faire de la visibilité grâce à la publicité et grâce à Google, à un monde où, quelque part, on doit se rendre visible, créer du contenu et se différencier pour trouver des clients. En fait, avec ce déclin des cookies et ce déclin cette augmentation du nombre d'adblockers, on recommence en fait l'âge d'or de la data analytics sur les sites web est un petit peu terminé et on recommence à faire un petit peu du marketing à l'aveugle. Et donc, la seule chose qu'on peut mesurer finalement, c'est son chiffre d'affaires ou certaines données sur les réseaux sociaux. Et là, quand on commence à publier comme ça, en réalité, on va créer une audience, créer une communauté. On va devoir en fait créer plusieurs typologies de contenus et des contenus qui collent avec ce que j'appelle le parcours client. Donc en marketing, vous avez trois grandes étapes dans une décision d'achat. Vous avez la première phase qu'on appelle le haut de l'entonnoir ou le top funnel ou le tofu pour les végétariens. Qui est la phase d'awareness, la phase de découvrabilité. C'est-à-dire que les gens ne vous connaissent pas, ils n'ont même pas conscience qu'ils ont un problème et qu'ils ont besoin d'une solution. Si par exemple je suis une entreprise dans le B2B et que j'ai 10 commerciaux et qu'en fait ils ne se parlent pas entre eux et on ne sait pas, ils démarchent tous les mêmes clients, etc. En fait j'ai un problème d'efficacité. Et là, je vais passer dans une deuxième phase. Cette deuxième phase, ça va être la phase de considération. C'est-à-dire j'ai identifié dans la phase d'awareness que j'avais un problème. Je vais passer dans une phase je vais passer dans une phase où je vais considérer différentes options. C'est la phase de considération. Et donc là, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire. Mettre un sales manager, prendre un CRM, etc. Donc je vais identifier plusieurs pistes avant d'arriver à ce qu'on appelle une phase de décision. C'est le moment où finalement j'ai choisi la solution que j'allais adopter, un CRM, et puis je vais choisir un fournisseur. Je vais choisir une technologie et je vais choisir par exemple un intégrateur. Je vais prendre HubSpot et je vais prendre Grégory Dirick, voilà, comme ça je place le nom de ma pote, si vous avez des besoins HubSpot. Et donc sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, quand vous créez du contenu, il faut essayer en fait de suivre cette même logique. Cette logique en entonnoir avec un top funnel, un middle funnel et un bottom funnel. Dans le top funnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de gagner en visibilité, d'être découvert, de travailler sa notoriété. Dans la deuxième phase, on va se positionner avec des contenus d'expertise pour se rendre crédible, pour être considéré dans les options possibles. Okay, donc on va par exemple, moi je vais partager des trucs sur comment faire 5 techniques pour faire des bons commentaires sur LinkedIn par exemple. Ça fait partie des posts plutôt middle funnel. Et puis après, on va avoir des publications qu'on va appeler bottom funnel, où là, l'objectif, c'est de générer des opportunités.
c'est-à-dire de générer des leads, de la demande, ou si vous êtes dans le recrutement, de générer des candidatures à vos offres d'emploi. Et donc, on va avoir des publications qui sont plutôt orientées sur la vente. C'est là qu'on va mettre un call to action où on demande aux gens de faire une action. Et alors, le hack dans cette nouvelle période, finalement, où on recommence à faire du marketing à l'aveugle et où on peut utiliser ce genre de stratégie pour générer du business et des opportunités, c'est quelque chose qui paraît tellement évident, mais contre-intuitif, c'est la notoriété. Et donc, si vous arrivez à construire aujourd'hui une audience et de devenir top of mind, c'est-à-dire la première personne à laquelle on pense quand on a besoin d'un produit ou d'un service. Je vous pose une question. Si je vous demande de me citer une marque de boisson, vous me dites Red Bull, ouais. Bon. Voilà. Alors là, on est biaisé par l'environnement, mais la plupart des gens répondent Coca-Cola. Pourquoi? Parce que Coca-Cola, ils ont une stratégie marketing. Depuis notre enfance, on voit Coca-Cola partout, tout le temps. Et donc, quand on a soif, c'est une évidence. Si je vous demande de me citer une marque qui vend des meubles, vous me dites Ikea. Vous êtes biaisé aussi parce que Thierry en a parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est à peu près ça. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez jusqu'ici, même très concrètes, n'hésitez pas. Je vois Jonas qui part avec le micro. Il y a une question là et puis là. J'ai oublié. Où ça? Ah voilà. J'étais pas prêt à ça. Pardon. Moi, je te suis. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Et est-ce que tu likes mes posts? Pas encore. c'est plus rare. C'est plus rare. Et alors, la question que je me pose chaque fois que je vois des gars comme toi, et j'en suis pas mal, je me demande à quel point, et le prends pas mal, c'est pas un petit délire de spécialiste. Je m'explique. Effectivement, tu as plein de followers qui sont comme moi, des gens qui bossent en marketing et qui sont donc vachement intéressés par le sujet, qui est en fait LinkedIn. Parce qu'on est entre petits spécialistes. Ouais, il y a un Ma question, c'est à quel point ce genre de dynamique est transposable à d'autres business, quoi. Est-ce qu'un mec, je vais au bout de mon délire, qui est spécialiste dans l'industrie, moi je bosse pour une boîte de maintenance industrielle. Si demain je me dis, allez, je vais faire 2 posts par semaine avec le sujet maintenance industrielle, est-ce que vraiment je vais galvaniser une foule autour de moi qui va suivre mes posts et qui va dire, putain, mais je vais l'appeler chaque fois que j'aurai besoin de maintenance industrielle? Je suis pas tout à fait convaincu. Alors, il y a 2 éléments. Le premier, c'est moi, c'est mon fonds de commerce. C'est-à-dire que si je parle de stratégie LinkedIn, forcément, je suis obligé d'appliquer à la lettre ce que je vends, quoi. C'est show don't tell. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si ton audience ou si ton public cible, ton client idéal ne se trouve pas sur LinkedIn, je ne vais jamais te dire d'aller sur LinkedIn. Autre chose, c'est que moi, pour prouver que ma méthode fonctionne, j'ai besoin de preuves sociales. Une partie de la preuve sociale que je crée, c'est le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de likes que je peux générer sur des posts. C'est comme ça que je me rends crédible en réalité. Parce que tu as plus confiance en moi. Ça, c'est une chose. Ouais. Mais du coup, dans ton business, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une grosse audience. Parce que tu n'as pas besoin... Si tu as une audience cible qui est réduite, pas spécialement. J'ai commencé à faire à offrir en mode test des services de ghostwriting, donc d'écrire des posts pour les autres. Mon cobaye avait 800 personnes dans son réseau, pas publié un post depuis plus d'1 an. On a optimisé un petit peu le profil, on l'a mis en mode créateur. Rien de foufou, on a regardé les paramètres pour voir si c'était bien en mode public et tout. Premier post, 460 000 vues, quelque chose comme ça. 4200. Pas parce que Fabien Delax a commenté, parce que ouais, j'ai fait un commentaire, mais j'ai jamais fait des résultats pareils. On a fait 2 posts, quasi 1 million de vues avec 2 posts. La personne a pris 2000 abonnés sur 17 jours. Donc oui, ça fonctionne, tu vois, mais ça dépend vraiment du secteur. C'est vraiment une question de sujet. Quand on veut faire... en fait, chaque typologie de poste, c'est-à-dire top funnel, middle funnel, bottom funnel, doit avoir des sujets qui prêtent à l'objectif. Top funnel, l'objectif, c'est générer de la visibilité, générer une audience. Et donc, tu vas choisir des sujets qui parlent à un maximum de monde. Si tu parles d'environnement, d'écologie, si tu parles d'argent, si tu parles de réforme des retraites,
tu vas parler à un maximum de monde et donc tu donnes un potentiel de viralité beaucoup plus fort à ton post. Mais ce n'est pas ça qui va générer des opportunités commerciales. Quand tu fais un post middle funnel, ton objectif, c'est démontrer ton expertise pour générer de la crédibilité et segmenter. C'est-à-dire que tu vas faire des posts qui s'adressent à ta cible. Tu ne vas pas faire des posts qui s'adressent à tout le monde. Et ensuite, quand tu vas faire des posts bottom funnel, des posts où l'objectif c'est de créer de la conversion, tu vas t'adresser dans ta cible aux personnes qui sont in market et qui concernent à peu près maximum 5% de ta cible. C'est à peu près vrai dans tous les secteurs. Et là, forcément, tu vas faire beaucoup moins de vues, beaucoup moins d'engagement, mais tu vas générer des opportunités. Et alors, évidemment, l'un n'exclut pas l'autre. J'ai déjà fait des posts avec la volonté de générer des opportunités, des demandes qui ont fonctionné, qui ont généré 3-4 demandes, 3-4 rendez-vous. Et derrière, j'avais quand même fait 150 likes et j'avais quand même fait 10 000 vues. Donc, c'est pas excluant. Mais oui, si ton audience est sur LinkedIn, si tu as des choses à dire, si tu as une expertise à partager, tu as ta place sur le réseau. La chose, en fait, et c'est souvent ma conclusion, ce qui fonctionne, c'est ce que j'appelle la règle des 3 R. Routine plus régularité égale résultat. Ça répond à la question? Plus ou moins. Il y en a plein, en fait. Si tu regardes le top créateur LinkedIn, tu as un mec qui tient un pressing, il est numéro 2. Ouais. Et il raconte sa vie, ce qu'il pense, ses opinions. Parce que pour être un leader d'opinion, c'est une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut avoir des opinions. Plus vous avez des opinions tranchées, plus ça va fonctionner. Il ne faut pas avoir peur en fait d'avoir ce qu'on appelle des opinions impopulaires et des choses que vous savez forcément que les gens ne sont pas d'accord avec vous. J'ai un client là, il m'a dit ouais, j'ai une opinion impopulaire. C'est qu'est-ce qu'il m'a dit? L'indexation des salaires, c'est ah merde, j'ai oublié le truc, mais en gros, il disait c'est le culte de la fainéantise. Parce que ça m'empêche d'attribuer mon enveloppe d'augmentation aux plus méritants dans mon entreprise. Et je consomme 95% de mon enveloppe à augmenter les salaires de tout le monde, alors qu'il y en a qui méritent plus et d'autres qui méritent moins. Ça, c'est une opinion qui n'est pas toujours partagée par tout le monde. Il y avait une autre question. Ouais, c'était là, c'est Geoffroy. Comment tu fais typiquement pour savoir si ta cible elle est présente sur LinkedIn de 1, bon, tu fais du test and learn, bon, comment tu le vois? Je te donne un test en live. Moi, j'ai un cabinet de fusion-acquisition spécialisé en transmission d'entreprise. Le mec de 65 ans qui vend sa boîte, il n'est pas forcément sur LinkedIn, en fait, j'en sais rien, de 1. Et de 2, est-ce que tu peux développer aussi les apporteurs de ta cible, c'est-à-dire les banquiers qui connaissent le mec qui a 65 ans, etc. Donc, comment tu définis, comment tu sais si ta cible est là, comment tu le vois en termes de résultats, de 1, et de 2, si elle n'est pas là, comment tu élabores cette stratégie du mec qui connaît ta cible et qui va lui parler de toi? Alors, pour savoir si ta cible est sur LinkedIn, la première chose, c'est que LinkedIn, c'est non seulement un réseau social où on peut publier du contenu, mais c'est aussi un moteur de recherche. Si on regarde aujourd'hui les comportements des nouvelles générations de consommateurs, Gen Z, etc., en fait, ils utilisent quasi plus TikTok comme moteur de recherche que Google. Donc, ça veut dire qu'il y a cette fonctionnalité qui est pas mal faite sur LinkedIn et c'est en fait une base de données assez incroyable d'un point de vue B2B. Donc, rien qu'en utilisant la recherche et même en mode gratuit, tu vas pouvoir te faire une idée de est-ce que les gens qui sont dans tel type de fonction, dans telle région, sont présents ou pas, et te faire une première idée. Après, tu peux aussi hacker le système, entre guillemets, en faisant une fausse campagne de publicité pour mettre tes critères de ton audience et voir combien tu auras de personnes. Ça, c'est une autre manière de le savoir. Moi, j'adore les petits hacks comme ça. J'ai un truc sur les sondages, après je vous expliquerai. Donc ça, c'est la première manière de le savoir. Après, en marketing, aujourd'hui, la capacité la plus importante ou la compétence la plus importante si vous recrutez quelqu'un en marketing, c'est le mindset. Le mindset, c'est un mindset test and learn. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir si
une stratégie LinkedIn fonctionne ou pas si tu l'as pas testé. Pareil sur Facebook Ads, pareil sur n'importe quelle plateforme de contenu, pareil sur n'importe quelle régie publicitaire. Moi, je sais, avec Flora, si je fais du Facebook Ads, ça ne convertit pas. Donc, on ne le fait plus. Mais par contre, on fait de la notoriété sur TikTok et là, ça fonctionne. J'ai mes mecs au téléphone qui me disent « Arrête, s'il te plaît, ça n'arrête pas de sonner ». C'est comme ça que tu sais, tu testes, tu te dis « Ok, je me donne une période, 3 mois, 6 mois ». Et si ça ne rapporte pas au bout de ce temps-là, il faut juste aussi se dire que les choses prennent du temps. Donc, même quand vous faites, vous savez que votre cible est sur Facebook, vous faites une campagne Facebook et puis vous avez un budget publicitaire, mettez 20% de votre budget publicitaire dans une campagne de test pour valider c'est quoi la créa qui convertit, c'est quoi le type d'audience qui convertit, et pour laisser finalement l'algorithme de la plateforme publicitaire trouver la cible adéquate. Ça répond à la question? Oui. Tu as beaucoup parlé de stratégie et de type de contenu, pas encore de storytelling. C'est évidemment pas une question innocente puisque dans mon métier, tu racontes des histoires. Je raconte des histoires. Et donc, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que le storytelling avait vraiment un impact dans ta communication, donc essentiellement sur LinkedIn, et comment toi, tu l'utilises? Alors, la première chose, c'est que au départ, en fait, la plupart des créateurs de contenu, ils ont une certaine aversion pour le bullshit et tout le monde a un peu son ego en se disant non, je vais faire du contenu expertise et ça va marcher, etc. En fait, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, l'algorithme, donc la logique informatique qui décide ce qu'il va te montrer dans le fil d'actualité des gens, elle évolue tout le temps. J'ai commencé à beaucoup plus utiliser le storytelling depuis quelques mois, depuis le mois de février, parce qu'il y a eu un changement dans l'algorithme à ce moment-là. Et que autant avant je pouvais faire un carrousel d'expertise qui me faisait 100 000 vues, autant c'est passé à moins de 10 000 d'un coup. Et du coup, en fait, c'est juste une question de veille permanente et de voir en fait que l'algorithme change. Pourquoi? Parce que les comportements des utilisateurs changent. Ils consomment beaucoup moins de carrousel. Du coup, ce qu'ils veulent, c'est des posts. Et je vais vous donner l'anatomie d'un post top funnel qui fonctionne pour faire de la visibilité. Du coup, j'ai commencé à l'utiliser comme ça. L'objectif pour moi d'un post storytelling, c'est d'abord du top funnel, de la visibilité. Il y a une certaine corrélation quand même entre ma visibilité et mon chiffre d'affaires. Donc, pour aller plus loin dans les astuces concrètes, quand on fait un post storytelling, en fait, la bonne anatomie, c'est quoi? C'est d'abord une bonne photo de vous, portrait professionnel si possible. Investissez dans des photographes ou dans un iPhone Pro. C'est un vrai conseil parce que la qualité de la photo, elle a un impact sur le scroll stop. En fait, je fais une petite parenthèse, mais il y a une étude en 2000 sur le temps d'attention que nous, les humains, on avait. C'était un temps d'attention de 12 secondes. Ils ont refait la même étude en 2015, donc à l'ère post-internet, je vais dire. Il était descendu à 8,25 secondes. Et pour votre information, le temps d'attention d'un poisson rouge, c'est 9 secondes. Ah je connais pas du tout. Incroyable, je vais le noter. Je vais le noter. J'ai 2-3 bouquins sur ma table de nuit à terminer d'abord, mais voilà. Donc ça c'est et donc il faut capter l'attention sur les réseaux sociaux. Et donc la photo, elle joue un rôle là-dedans. Deuxième élément, c'est l'accroche. En fait, dans un post storytelling, le storytelling, c'est un framework qui est utilisé par les scénaristes des films, etc., et qui a toujours la même structure. La structure, c'est description de la situation initiale. Si vous pensez à Star Wars, c'est Luke Skywalker, on voit, tu as lu Resonate de Nancy Duarte. Voilà. Bravo. Description de la situation initiale. Ensuite, il y a l'élément perturbateur, c'est-à-dire que pour Luke Skywalker, c'est le moment où il a été voir Obi-Wan Kenobi, il est revenu avec le robot, et puis finalement on a cramé la ferme de ses oncles et tantes adoptifs. Et donc c'est l'élément perturbateur qui va changer le cours de l'histoire. Il part s'engager avec l'armée, je sais pas comment, les rebelles ou je sais pas quoi. Ça c'est l'élément perturbateur. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les péripéties. Donc les batailles, gauche-droite, sur telle planète, puis celle-là, puis on va là, il se passe ça. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la phase de récompense. Finalement, c'est la bataille finale.
Hein, c'est le moment où le héros, Luke Skywalker, bat le méchant. Et puis vous avez la dernière chose qui est la situation finale, c'est-à-dire la nouvelle situation, où on va décrire, vous avez le climax du film qui est au moment de la récompense, et puis après on décrit un petit peu comment est le nouveau monde. Ben, en fait, quand vous utilisez le storytelling sur LinkedIn, vous allez utiliser cette structure, mais vous allez ajouter deux choses. Une chose avant qui est l'accroche, et là vous allez essayer d'utiliser une accroche. Ce qui marche le mieux, dans mon expérience, c'est les accroches contrariennes. Donc, contrarienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur deux phrases, deux lignes, vous allez dire une chose et quelque part souligner l'incohérence dans cette deuxième chose. J'étais vendeur de post-it, je suis devenu CEO de start-up. Donc vous avez un côté, en fait, vous suscitez une émotion d'intrigue et de la curiosité chez le lecteur. Donc ça va donner envie de cliquer sur le voir plus. Et puis après, vous déroulez votre storytelling. Et à la fin, vous mettez ce que j'appelle la morale de l'histoire. En fait, vous dites, OK, c'est quoi la leçon de cette histoire? C'est par exemple, ne laissez personne briser vos rêves, prenez en main votre destin, allez-y, on est là. Et ça, en fait, ce sont des choses qui emmènent les gens. Parce que nous, les humains, on est fait pour écouter et raconter des histoires. Et c'est ça, en fait, qui génère énormément d'engagement. Et sur les réseaux sociaux, l'engagement rime avec visibilité. Est-ce que j'ai répondu? Cool. Allez-y, c'est gratuit aujourd'hui. Moi, j'ai vu un cas où c'était 2 fois le même post, vraiment tout, hein, l'image, Ouais. le texte. Il y en a un, il a fait 100 likes et l'autre qui a fait 100 000 likes. Et derrière, c'est par rapport au fait qu'il y en a un qui avait une communauté de gens qui vont liker, commenter, qui vont rendre le chose virale, et l'autre qui n'avait pas de communauté. Du coup, il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des groupes WhatsApp, des choses comme ça, où ils vont partager le lien à un maximum de personnes et ils disent commentez, commentez. Est-ce que ça, déjà, c'est bien vu de LinkedIn? Est-ce que LinkedIn sait tracer ça et du coup, ça va justement plutôt nous faire, pas bannir, mais nous diminuer dans l'algorithme? Ou est-ce qu'il faut le faire? Et puis, je sais aussi que chaque profil LinkedIn a un score. Moi, je l'avais vu, j'avais un bon score. Est-ce que ce score-là, il a un impact sur, la diffusion du post ou pas? Alors, rapidement sur le score s'appelle le SSI, le Social Selling Index. Il y a une page, c'est gratuit sur LinkedIn, si vous êtes connecté sur votre navigateur. Je crois que c'est juste linkedin.com/sales/SSI. Et vous avez votre score sur 100. Un bon score, un très bon score, ça commence à 70. Pour info, je crois que je suis à 74, 75. Donc, il y a moyen de me rattraper, allez-y. Oui, ça a un impact, puisqu'en fait, ce degré, ce score, c'est finalement l'indice de confiance que LinkedIn a en votre profil. Donc oui, ça a un impact sur la visibilité. Ensuite, sur le fait que un même post peut générer beaucoup plus de visibilité et d'interaction sur un compte versus un autre, il y a trop de facteurs qui entrent en jeu. D'abord, il y a le fait d'avoir une base d'abonnés ou une base de connexion plus ou moins grande n'a finalement pas tellement d'impact. C'est surtout finalement la qualité et la qualification de cette base, parce qu'en fait, comment fonctionne l'algorithme quand vous publiez un post? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va qualifier votre post. Il va le classer dans une de ces 3 catégories. La catégorie 1, c'est spam. Comment ne pas être en spam? C'est éviter de mettre 15 hashtags, éviter de mentionner 15 personnes, aérer votre texte, et ne mettez pas de lien sortant, puisque LinkedIn, c'est un média. Son business model, c'est la publicité. Si vous faites partir les gens sur une autre chaîne, en fait, ils vont pas leur vendre ils vont pas leur montrer de publicité, donc les annonceurs vont pas être contents. Voilà. Petite parenthèse. Deuxième chose, il peut vous classer dans ce qu'on appelle low quality. Donc là, c'est, par exemple, vous n'allez pas aérer votre texte, ça va pas être clair, il va y avoir des fautes d'orthographe et de grammaire. Hein. N'oubliez pas que derrière Microsoft, il y a de l'intelligence artificielle aussi, donc ils sont capables de regarder tout ça. Et ensuite, vous avez la catégorie clear. Clear, c'est pas de lien sortant, pas trop de mentions, voire pas de mentions, pas de hashtag, ce genre de choses. Bien aéré, bon sujet. Et quand vous êtes là, en fait, il va commencer à diffuser le post à une partie de votre audience, de vos abonnés, de votre premier cercle. Et s'il a un bon taux d'engagement, il va continuer à le montrer à d'autres personnes, jusqu'au moment où le taux d'engagement va baisser. Et quand il baisse trop, il arrête de diffuser votre post. Et donc, la qualité de votre réseau et la qualité des gens qui vont interagir et la taille de leur réseau aussi va faire en sorte que votre post il va pouvoir prendre ou pas prendre.
Mais in fine, si un post doit partir viral, il partira viral. Donc voilà, c'est pour répondre à ça. Et sur les groupes WhatsApp, en fait, c'est ce qu'on appelle des groupes d'engagement ou des pods. Il y en a deux types. Il y a les types manuels que tu as décrits, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait un groupe d'amis sur WhatsApp, qui mettent le lien de leur post et qui demandent aux autres d'aller commenter en échange de commenter le leur, etc. Et il y a les pods automatiques. Les pods automatiques, en fait, vous laissez la gestion de votre profil à un logiciel qui va utiliser votre profil pour aller liker et commenter des posts d'autres, etc., qui sont dans le groupe aussi. Ça, c'est puni par LinkedIn s'il repère, s'il y a un usage trop fort, etc. Je l'ai essayé hein, quand j'ai fait mes tests. Ça peut marcher, mais en même temps, c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même une certaine crédibilité. Donc, ça se voit tout de suite en fait les posts qui ont des pods. Pourquoi? Parce qu'ils ont 2000 likes et ils ont 12 commentaires. Le ratio est pas bon. Du coup, c'est assez évident que ça a été comme ça. Après, sur les groupes de soutien, etc., je pense que la manière dont LinkedIn le voit, c'est que quand on partage son post via l'interface, que ce soit via l'application mobile ou via... il y a ce qu'on appelle des balises UTM, qui sont des balises de tracking dans l'URL, qui permettent en fait d'identifier à LinkedIn que ça a été un partage. Et donc peut-être que l'engagement qui viendrait de ce partage a un poids plus faible dans le score de viralité, donc dans le fait de diffuser le post. Donc voilà, c'est pas interdit. Parce que de toute façon, je sais que ça arrive que vous voyez un post intéressant sur les réseaux sociaux, vous le partagez, que ce soit sur Messenger, sur WhatsApp ou sur la messagerie LinkedIn à quelqu'un. Donc voilà, c'est pas interdit. Après, je veux dire, se soutenir, ça peut être pas mauvais non plus. Voilà. Fabien, je propose qu'on prenne une dernière question. Je pense que voilà, il y avait justement, il me semblait bien. Oui, Fabien, donc j'ai deux questions en fait très rapides. Il a dit une. Mais ça va aller vite. La première en fait, forwarder en fait un post qui a plus ou moins bien marché sur les groupes LinkedIn. Tu le fais pas? Tu penses que c'est utile ou pas? Moi, je le fais pas. Et lors de la dernière conférence que j'ai donnée sur le sujet, il y a un mec qui a dit moi, j'ai créé un groupe LinkedIn. Je pensais que les groupes LinkedIn, c'était mort. Et je ne les utilise pas. Et globalement, dans 90% des cas, c'est mort. Lui, il a créé son propre groupe avec une audience très, très niche dans l'alimentation saine, le coaching alimentaire, je ne sais plus trop quoi. Et en fait, il dit, j'ai des tas d'engagements, j'ai des super taux d'engagement sur mes partages dans les groupes. Et j'ai des opportunités. Donc, testez et apprenez si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas pour vous. Si ça fonctionne, tant mieux. Hein, je ne veux pas vous dire d'arrêter. Et augmenter sa notoriété avec un programme tel Wallaxy Wallaxy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet d'automatiser votre prospection sur LinkedIn. Donc ça ne va pas augmenter ta notoriété. En fait, vous avez plusieurs manières d'utiliser LinkedIn. Soit de vous générer de la visibilité, de la crédibilité et des opportunités avec une stratégie inbound marketing, c'est-à-dire que vous allez faire venir les gens à vous en publiant du contenu, c'est exactement ma stratégie. Soit vous avez une stratégie outbound, c'est-à-dire que vous allez vous-même aller chercher le chaland. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre LinkedIn Sales Navigator ou LinkedIn Premium ou même un compte gratuit et vous allez contacter les gens en leur envoyant un message dans la messagerie pour dire salut machin, je vends ça, est-ce que ça t'intéresse? Bon, c'est pas la meilleure accroche qui soit, mais en gros, le principe, c'est ça dans 90% des cas. Et ça n'augmente pas ta notoriété. En fait, le fait d'être connu d'avance facilite la vente. Je cite Philippe Deliège, qui est un confrère, qui a écrit un livre qui s'appelle comme ça. Et c'est la vérité. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le hack ultime en marketing, c'est la notoriété. Plus vous êtes connu, plus vous avez facile à convertir. Il y a même une étude, je n'ai pas la référence, mais américaine, qui dit que pour une entreprise qui a une notoriété élevée, une campagne publicitaire, genre billboard dans la rue, Autofome, etc., a une rentabilité 16 fois plus importante que pour une start-up qui n'est pas connue. Donc, travaillez votre visibilité, travaillez votre notoriété. C'est la meilleure chose le meilleur service que vous pouvez rendre à votre entreprise. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que même si vous êtes employé, le jour où vous avez construit une audience et que vous partez de cette entreprise, en fait, vous partez avec votre audience et vous pouvez lancer votre business, par exemple, plus facilement.
C'est un truc que j'ai compris. Moi, j'ai fait une erreur il y a 2-3 ans. J'ai lancé une newsletter et j'avais pas d'audience. Et forcément, j'écrivais toutes les semaines une newsletter pour 50 personnes. Et à un moment donné, j'ai abandonné. Donc, j'ai pris la décision de ne pas relancer une nouvelle newsletter avant d'avoir au moins ces 10 000 followers sur LinkedIn. Et aujourd'hui, j'ai lancé cette newsletter. Je publie pas encore, mais j'ai 3 fois plus d'abonnés alors que j'ai rien publié. Grâce à l'audience. Voilà. Mesdames, Messieurs, Fabien Delac, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Merci. Merci Fabien.